Aujourd'hui, dans votre actu réfractaire, on va parler des dernières Trumperies sur Gaza, de la contestation en Iran et du budget en France. C'est parti! Alors oui, c'est vrai, hier on vous a fait un gros numéro Trump pour vous parler de toutes ces dingueries, mais on est encore obligé de vous parler de lui avec ce qui se passe à Gaza. Et oui, vous avez peut-être vu passer la déclaration de Trump qui annonce vouloir faire le ménage là-bas. Hein. Et évidemment, il parle pas de nettoyer les débris, mais bien de faire disparaître d'une manière ou d'une autre la population palestinienne. Du coup, son plan, c'est de déplacer 2 millions de personnes en Égypte et en Jordanie. Ce qui, on le rappelle, est totalement contraire au droit international qui interdit tout transfert forcé de population. Et il a aussi annoncé qu'il allait prendre le contrôle de la bande de Gaza. Alors on peut se demander pourquoi Trump remet de l'huile sur le feu après avoir acté le cessez-le-feu. Et bah parce que le gars a un projet. Il veut transformer la bande de Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient, pour reprendre ses mots. Donc le but, c'est de faire du fric en louant des chambres d'hôtel sur les cendres de Gaza. Et ça, c'est un projet qui plaît beaucoup à l'élite israélienne. Et y compris les opposants au gouvernement. Il y a par exemple Benny Gantz, le chef de l'opposition au Parlement, qui a parlé de ce projet comme d'un projet intéressant et créatif. Mais ce plan, il parle aussi à Bezalel Smotrich, le ministre suprémaciste qui a milité jusqu'au bout contre le cessez-le-feu. Voilà, donc niveau dirigeant israélien, on peut dire que ça roule, et en fait, ça roule aussi pour le trio constructeur, promoteur, propriétaire qui est plus riche que jamais en Israël. Et ces riches israéliens, ils se développent grâce au financement de l'État. Par exemple, fin 2023, le gouvernement de Netanyahou a débloqué 100 millions de dollars pour financer la colonisation de la Cisjordanie via des grands projets de construction. Et c'est exactement à la même période qu'il y a un promoteur immobilier israélien qui avait révélé son projet de construction sur les ruines de Gaza. Bon, à ce moment-là, l'armée israélienne avait à peine commencé à bombarder Gaza, donc autant dire que les grands patrons du bâtiment ont tout de suite flairé l'opportunité. Et autant vous dire que cette opportunité, elle est de taille, puisque l'expansion économique des géants du bâtiment, elle est toujours limitée par l'espace disponible sur le territoire. C'est donc l'occasion pour les constructeurs et les promoteurs de rafler des gros contrats avec l'État. Et pour les propriétaires, c'est aussi la possibilité de louer des chambres d'hôtel en bord de mer sur les cendres de Gaza. Et tout ça, ça avait été documenté dans le plan Gaza 2035 révélé l'an dernier par les médias israéliens. Bon alors, le projet Gaza 2035, c'est un plan de transformation de Gaza sur lequel travaille le gouvernement israélien avec les États-Unis. Leur but, c'est de transformer Gaza en zone de libre-échange ultra moderne, et ça répond bien aux ambitions expansionnistes de l'État israélien, mais ça répond aussi à la stratégie industrielle des États-Unis. Parce que dans ce plan, il y a par exemple la construction de centres de production pour les voitures électriques. Et ce dont on ne parle pas, c'est des Palestiniens, pour qui c'est quand même grave inquiétant, hein, parce que depuis le début du conflit, presque toute la population, c'est-à-dire 2 millions de personnes, sont déplacées à l'intérieur de l'enclave. Et depuis le début du cessez-le-feu, il y a 500 000 Palestiniens qui sont revenus dans le nord. Donc voilà, ça fait déjà 1 an et demi que le peuple gazaoui tout entier vit l'exode forcé. À tel point que pour le journaliste correspondant de guerre Rami Abou Jamous, c'est même pire que la Nakba. Et la Nakba, pour rappel, c'est qu'en 1948, 750 000 habitants avaient été déplacés pour créer l'État israélien. Sauf que là, c'est l'existence même du peuple palestinien de Gaza qui est menacée par les projets de Trump et de Netanyahou. Petit tour en Iran maintenant, avec une vidéo qui a buzzé sur les réseaux et que vous avez probablement vu. On voit une femme qui arrache le turban d'un mollah pour se voiler avec. Bon, et alors le contexte, c'était quoi? Eh bien, le mollah lui avait ordonné de porter le hijab, et du coup, elle a pris son turban pour s'en servir pour se voiler. Et en vrai, les gestes de résistance comme ça, ils sont pas isolés. Il y a eu par exemple l'étudiante qui s'est promenée en sous-vêtements sur le campus de la fac, ou encore récemment, une femme qui est montée sur une voiture de police nue pour dénoncer la répression. Surtout qu'il y a 2 ans, commençait le mouvement Femmes, Vie, Liberté, après l'assassinat de Masha Amini par la police des mœurs qui l'a tabassée pour pas porter correctement le voile. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans une vidéo sur notre chaîne YouTube, Le Canard Réfractaire. Bon, le mouvement il touchait pas que le droit des femmes, il était aussi le résultat d'années d'inflation, de privation et de violences subies par la population. Et c'est pour ça qu'un des slogans du mouvement, c'était « Mort aux dictateurs ». Pour rappel, le mouvement qui avait commencé en 2022 a été réprimé dans le sang, au point où des manifestants ont été exécutés publiquement, pendus à des grues. On parle de 853 exécutions qui ont lieu en tout. Pour les médias iraniens affiliés au pouvoir des mollahs, évidemment, la femme qui arrache le turban, elle a une maladie mentale. Faut savoir que l'État iranien, il a même ouvert une clinique pour soigner les femmes non voilées. Et comme le disent beaucoup d'Iraniennes, bon, c'est pas vraiment des cliniques, hein, mais plutôt des prisons. Voilà, donc quand la population a du mal à joindre les deux bouts, ce qui préoccupe l'État, c'est un morceau de tissu sur la tête des femmes.
Pourtant, le président iranien avait promis en septembre d'empêcher la police des mœurs de déranger les femmes qui ne portent pas le voile, ce qui prouve bien que le mouvement a laissé sa trace et a changé la situation en Iran. Et vu le nombre de vues qu'ont fait ces vidéos, que ce soit celle-ci ou celle de l'étudiante plus tôt en novembre, eh bien on peut deviner que les régimes démocratiques occidentaux ont tous crié au soutien pour le mouvement. Donc voilà, ça soutient les femmes et tout, mais dans les médias français, dans le même temps, ils s'empêchent pas du tout de passer leur temps à commenter les tenues des femmes, que ce soit les polémiques sur le burkini ou le crop top. Mais en fait, il s'agit aussi d'un moyen de soutenir la politique israélienne dans la région en s'attaquant à l'État iranien. Parce qu'en vérité, les femmes iraniennes, elles ont pas besoin du soutien de politiciens qui sont pseudo-féministes. Il s'agit surtout que les actes de courage et de résistance permettent de raviver le mouvement en Iran qui a déjà ébranlé à de multiples reprises le régime des Mollahs. Bon bah ça y est, Bayrou a passé le test du budget. Le premier ministre de l'État français a pas été censuré par le Parlement malgré ses 49.3 posés sur un budget historiquement austéritaire. Le Parti socialiste et le Rassemblement national n'ont pas voté les motions proposées par LFI. Ce qui a provoqué une rupture entre le Parti socialiste et LFI. Quand ce matin Darmanin a dit « Il faut remercier les socialistes qui ont fait preuve de stabilité, de responsabilité, d'invincibilité et de je sais pas quoi encore, hanté, et de complicité ». Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ce à quoi Faure a répondu: alors d'abord, il faudrait rappeler que le Front populaire est né avant que la France insoumise la rejoigne et qu'il n'y a dans le Front populaire aucun chef et Jean-Luc Mélenchon n'est pas le chef du Front populaire. Voilà, un travail de longue haleine pour les macronistes qui ont invité régulièrement les représentants socialistes dans leur grand bureau bourgeois. Quand je vois que nous ne sommes pas en majorité absolue et que l'Assemblée a un nombre de groupes politiques inédits, je sais qu'il va falloir que l'on travaille ensemble. Et donc il faut aller chercher l'accord de présidents de groupe, d'opposition et qui ne font pas partie de votre famille politique, autrement vous ne pouvez pas fonctionner. Bon alors évidemment, le tout doit être passé à la loupe du Conseil constitutionnel qui pourrait retoquer 2 articles de ce budget, le premier concernant la coupe du budget dans les hôpitaux et le second sur la baisse du seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs. Non, je déconne, bien sûr que non, le Conseil constitutionnel va pas commencer à défendre nos intérêts, mais par contre, dans la presse, il se dit qu'il pourrait retoquer l'article sur la contribution sur les hauts revenus et sur les bénéfices des grandes entreprises. Bah oui, le Conseil constitutionnel dirigé par Fabius est toujours là pour assurer les arrières des puissants. Bon maintenant, la prochaine date importante, ça sera le 28 février, puisque l'agence de notation états-unienne Standard & Poor's va baisser sa note sur la dette française. Les acheteurs de dette vont donc négocier à la hausse les taux d'intérêt sur les marchés au moment même où le Trésor français doit emprunter 300 milliards dans l'année. Bon bah voilà, c'était une actu réfractaire écrite par Nico et Debbie, montée par Pixel avec un titre de Betsy et une miniature faite par moi-même. Je vous remercie d'avoir suivi cette actu réfractaire et je vous dis à demain pour la prochaine à 18h. Ciao!